Donc là, pour le coup, on devrait avoir un point à constater au niveau de la France pour cette année. Alors, bon, évidemment, ça ne suffit pas, hein, puisqu'il y a aussi les salaires, il y a aussi le fait de vendre, évidemment. Donc, il y a une part de volume, il y a une part d'exportation. Et ce n'est pas que cet indicateur ou ce delta qui fera la différence, évidemment. Alors, au niveau de la cause, de la root cause, comme on dit, de la cause principale, la cause cœur, en fait, de cette inflation des prix, c'est surtout l'inflation, voilà, de la masse monétaire, comme on l'a dit. Et donc, on a là devant les yeux l'augmentation du bilan de la Banque centrale européenne. Et donc, on va refaire un petit peu l'histoire, mais rapidement. Vous voyez qu'en 2008, eh bien, on a une progression, certes régulière, mais maîtrisée, entre guillemets. Et puis, on a la crise des subprimes qui fait qu'un bilan passe de 1000 euros, enfin 1000 milliards d'euros, donc de fait 1 trillion, pardon, eh bien, à 2 trillions. Donc, on est sur un effet de doublement ici. Donc, il a été totalement écrasé avec l'échelle qui a explosé puisque la courbe a monté très très fortement. Mais en fait, cet effet-là, on le retrouve ici avec la crise Covid, puisqu'on était, vous voyez, avec précédemment un bilan qui était autour des 4,5 trillions, et de fait, on va passer à quasiment 9 dans les mois à venir. On est à 8,5 au moment où on parle, quasiment, donc on est quasiment sur le même effet de doublement que l'on a eu ici. D'accord? Alors cet effet de doublement s'est fait très rapidement ici. Là, il se fait plus lentement puisqu'il s'est fait sur 2 ans, alors que là, il s'est fait finalement en un mois ou deux. Mais si la durée est, en tout cas si la vitesse est plus lente, l'effet in fine est le même. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a eu, vous voyez, un effet après la crise des subprimes, voilà, de stagnation sur le bilan, mais sans toutefois revenir au niveau précédent. Et puis après, voilà, le fameux 2011, 2012, 2013, un effet de crise des dettes souveraines des pays périphériques de la zone euro. On en a parlé en introduction, et donc effectivement, de nouveau, quasiment un doublement du bilan de la Banque centrale européenne, avec là pour le coup un retour à la normale ensuite. Mais ce retour à la normale n'était que de courte durée, parce que finalement, on est sur voilà, 2015-2020, finalement, une sorte de dérive budgétaire qui était voilà, totalement dans les tuyaux, et qui est en fait une queue de comète de la crise des dettes souveraines de la zone euro, et qui elle-même est finalement une conséquence de la crise des subprimes. Dit autrement, ce que l'on a ici a amené ça, et ce que l'on a là a amené ça, et ce que l'on a ici, et là c'est une théorie, j'ai envie de dire presque complotiste, amènerait ça, puisque de fait, eh bien, pour s'en sortir, on a décidé de mettre l'économie sur pause volontairement pour une sorte de grippe un peu plus, pour finalement éviter d'avoir à rendre des comptes devant une dérive budgétaire qui était sans précédent. Donc Alors, c'est une hypothèse. Oui. je veux juste prendre la parole parce qu'il y a une remarque, pas spécialement une question, mais une remarque. Et moi, je me place même la mienne juste avant. Je me disais, au vu de ce que tu montres comme courbe, c'est bien sûr très intéressant de voir des doublements, soit de 1000 à 2000, soit de 2000 à 4000, voire maintenant de nouveau un peu plus de près de 5000 à 9000. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de mettre une courbe logarithmique qui donnerait peut-être une autre vision de cette évolution quelque part? Alors ça, c'est ma Alors, remarque, et je te laisse oui. répondre après. Et Ok. je mets juste la remarque qui est postée dans notre chat. C'est attention, les prix de l'électricité des industriels en France est impacté par la hausse des prix
suite à la fermeture des centrales, suite à défaut, et les hausses sont importantes et ont conduit certaines entreprises au chômage technique. La bourse et de l'électricité impacte la France aussi. Ah oui, je suis d'accord, hein, effectivement. Je ne dis pas qu'on est épargné en France, mais on a un petit avantage compétitif, c'est-à-dire qu'on subit dans une ampleur moindre la hausse des prix de l'énergie et j'ai même envie de dire des matières premières du fait qu'on est aussi plutôt basé sur les services et l'Allemagne plutôt sur l'industrie. Donc c'est ça en fait voilà, que je voulais exprimer, c'est-à-dire c'est pas blanc ou noir en tout cas, hein. C'est évidemment une sorte d'avantage relatif, mais qui n'est pas non plus totalement indolore hein, pour nos industries. Effectivement, on subit en France également la hausse du prix de l'énergie, évidemment. Et Alors, je te alors, laisse pour... pour répondre à la Oui, question sur le logarithme, là, je ne pourrais pas le changer puisque c'est un slide. Mais c'est pour ça que je montrais. Mais tu as raison, il faudrait idéalement le mettre en logarithme. Mais en valeur absolue, ça nous montre bien qu'on change de paradigme à chaque fois. Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que justement, sans rentrer dans le logarithme, on voit bien qu'il y a un effet de quand on est rentré dans un monde, quand on a atteint un chiffre, c'est quelque chose sur lequel la Banque centrale a ensuite énormément de mal à s'en départir. Il y a eu un effet ici conjoncturel et finalement qui est très voilà, qui est très faible dans le temps, puisque tout de suite après, on a quasiment un effet de nouveau de rebond. Bon, c'est un peu comme, pour faire une image, une petite métaphore, c'est un peu comme les régimes. On a beau faire un régime, de toute façon, si on a atteint un poids, on va revenir à ce poids, voire même le dépasser. Donc, ce n'est que, bon, c'est une façon de parler évidemment, mais là, c'est très flagrant au niveau de la Banque centrale européenne. Et là, on a un effet de changement de paradigme voilà, qui nous saute aux yeux, euh, où on double évidemment le bilan en moins de 2 ans. Et donc la grande question, mais je crois qu'on a déjà la réponse en voyant le passé, la grande question c'est va-t-on réussir à contenir toute cette hausse, c'est-à-dire à revenir à la normale, donc redescendre vers les 5000, 4000. Bon, bah, je pense qu'on a la réponse parce que quand bien même on arrivera à descendre un peu, il se peut que ça reste très provisoire, très illusoire, et que derrière, eh bien, on reparte sur des travers, puisque de toute façon, on le voit bien, entre deux crises, quand tout va bien, les pays, notamment en France, mais pas que, hein, l'Italie aussi, l'Espagne, etc., mais surtout la France, on n'arrive jamais à réformer les finances publiques. Donc, euh, on est, et pourtant, il y a 5 ans, on nous avait vendu ce qui nous sert de président comme étant le Mozart de la finance. Donc voilà, on voit bien que même avec Mozart, on n'arrive pas à jouer la bonne symphonie. Donc on est sur quelque chose que l'on constate, hein, qui est qu'on a une dérive en fait voilà, de la monnaie, notamment de la zone euro. Alors c'est pas non plus catastrophique, hein, je ne fais pas du catastrophisme, mais c'est quelque chose qui est à constater, qu'on part un peu comme la dette des États, hein, la dette sur PIB, c'est toujours quelque chose qui va dans un sens et on n'arrive jamais, comme un effet cliquet, à revenir véritablement au monde d'avant. Donc le monde d'après devrait être dans le même esprit que toutes les évolutions des courbes que l'on a vues précédemment. Euh, donc, en tout cas, on ne voit pas pourquoi ça changerait. On ne voit pas pourquoi cette fois-ci ce serait différent. Ou alors il faudra qu'on donne de bonnes raisons. Et donc là, j'en viens à ce qui se passe du côté américain. Parce qu'après tout, ça peut être une exception européenne, mais non, pas du tout, puisqu'on voit bien qu'on a le même effet. Alors c'est la courbe bleue, hein, et on a à peu près les mêmes ordres de grandeur avec les mêmes chiffres. Donc, vous voyez, on est sur aujourd'hui près de 8,3 trillions. Donc là, on était à 8,5 côté européen. Donc on est sur les mêmes chiffres, même si ce n'est pas la même devise. Mais comme la parité est très proche,
bon, on peut considérer qu'on est à peu près dans la même situation entre les deux zones économiques, à peu près. Et puis en rouge, vous avez ici les taux directeurs, enfin là pour le coup, c'est les taux de marché qui sont déduits des taux directeurs, c'est les Fed Funds, et donc vous voyez qu'on est autour de 0, enfin de 10 points de base, de 0,1%, et donc c'est quelque chose qui, depuis la crise Covid, voilà, est donc une période de taux zéro aux États-Unis. Et c'est pour ça que les États-Unis, voyant cette inflation galopante, donc on l'a dit, 6,8%, et une économie repartir de manière très élastique, comme d'habitude, eh bien, donne ses prévisions de rehausse de taux, et donc c'est ce qu'on appelle les dot plots. Et là, vous avez ici, voilà, sur 2022, alors on part de 0, alors 0, enfin 10 points de base à peu près, hein, et on s'attend à une rehausse en 2022, logiquement, autour voilà, de 0,75, pour ensuite en 2023 monter au-delà des 1,5, et puis en 2024, on est très ambitieux, plus que 2% pour du long terme, ensuite à 2,5, et donc ça c'est très ambitieux parce que ça signifierait que on arrive à rehausser les taux sans impacter finalement la confiance, sans impacter la reprise économique, et tout ça en contenant l'inflation. Donc voilà où on en est à la dernière réunion du FOMC. Donc on est sur voilà, cette prévision actuellement des dot plots. Et alors on est sur le même effet à peu près au niveau anglais. Donc dans le monde anglo-saxon, on est sur cet effet de perspective de rehausse de taux. Alors logiquement, l'année dernière, on parlait d'une rehausse des taux au UK sur le premier trimestre 2022. On entame le premier trimestre 2022, on verra si c'est possible. D'autres banques centrales, en tout cas, des banques centrales exotiques ont commencé à rehausser leurs taux. Donc, il n'est pas impossible que la Fed et que la BOE eh bien, puissent rehausser leurs taux, évidemment, en 2022, puissent commencer à rehausser leurs taux, mais par contre, iront-ils jusqu'à leur trajectoire théorique finale? Ça, c'est beaucoup, beaucoup moins certain. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces dot plots? Juste pour Alors information. non, Comment? non, il n'y a pas de... Ah, en voilà une à l'instant où je... Est-ce que la crypto-monnaie a une influence sur l'économie monétaire et le forex? Alors, la crypto-monnaie n'a pas d'influence à ce stade sur le forex. Le forex, il s'échange quotidiennement, en gros, l'équivalent notionnel de 5 000 milliards de dollars américains, donc 5 trillions en fait. Mais c'est du notionnel, évidemment. Les cryptos, c'est une valorisation totale, si on prend toutes les cryptos, de l'ordre de 3 trillions. Alors, c'est énorme parce que ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Et ça montre qu'elles sont bien installées. Mais on est encore loin du moment où, effectivement, les cryptos feraient bouger le forex. Là, pour le coup, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt des investissements bien calibrés de certains investisseurs, notamment Elon Musk et sa troupe, en quelque part, ou ses suiveurs, pour justement investir de manière massive des gros paquets. Et là, ça fait bouger les cours sur les cryptos. Par contre, l'inverse n'est pas vrai aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que ça ne sera pas vrai dans quelques années, surtout que les choses ont tendance à progresser de manière exponentielle. Donc, il y a un moment où ça devrait arriver, où potentiellement, effectivement, le Bitcoin et l'Ethereum et d'autres cryptos pourraient commencer à avoir une influence sur certaines devises du Forex. Mais pour l'instant, on en est à la préhistoire. Mais l'histoire s'accélère, effectivement. Alors, ça me fait, c'est une bonne question parce que ça me fait penser, voilà,
pareil, hein, on a eu cet anniversaire un petit peu, ou ce jalon Libor dont je vous ai parlé en introduction. On a également un anniversaire donc sur le Bitcoin, puisque le Bitcoin a été créé le 3 janvier 2019, donc hier c'était l'anniversaire du Bitcoin. Un peu plus d'une décennie, hein, donc il a effectivement 13 ans. Il devient ado, et ce Bitcoin devient effectivement un peu plus sérieux qu'il ne l'était il y a quelques années, et à tel point que l'année précédente, eh bien, des institutions financières ont commencé, donc JP Morgan et d'autres, qui pourtant, il y a encore 2-3 ans, étaient totalement contre à l'idée d'utiliser cet actif, eh bien, désormais vont proposer, et commencent à le faire d'ailleurs pour leurs clients, proposer des ETF, des fonds basés sur les cryptos, et des Alors, investissements, des instruments basés sur les cryptos, et notamment le Bitcoin. tu me tends trop la perche, que je suis Mhm. obligé de t'interrompre. Tu me tends trop la perche. Effectivement, côté crypto, il faut bien sûr prendre en compte une donnée très importante, c'est que sur la masse monétaire des cryptos évoquée par Benoît à l'instant, 40%, un peu plus que 40%, c'est le seul Bitcoin. Les 20% suivants, c'est l'Ethereum. Donc à 60% à eux deux, donc ils dépassent plus de la moitié de toutes les cryptos. Donc il ne faut pas négliger, c'est un petit peu, c'est pas du tout c'est pas toutes les cryptos qui se partagent une part égale de la capitalisation quelque part. Donc il y a bien sûr une prime au premier entrant, dirons-nous, une prime aux plus populaires. Donc le Bitcoin, et sur les marchés financiers, donc le CME a donné quelque part ses lettres de noblesse au Bitcoin en 2017 en introduisant un futur sur un contrat futur sur le Bitcoin au moment même où la célèbre Nabila a annoncé qu'il fallait absolument acheter le Bitcoin. À l'instant où ils ont mis le futur, ça a décroché très violemment dans les mois suivants. Puisque les spéculateurs sont rentrés, ont eu la possibilité pour la première fois de shorter du Bitcoin. Ça a bien sûr produit ses effets. Plus récemment, en 2021, il y a eu un micro contrat Bitcoin qui a été lancé. Donc, le premier futur Bitcoin, le premier contrat futur portait sur 5 Bitcoins, et le suivant, quelque part, qui a été introduit, portait sur 0,1 Bitcoin, sur un dixième de Bitcoin. Donc là aussi, on voit que, vu que bien sûr, on est passé de quelques millièmes de centimes de dollars à des sommes très importantes en dizaines de milliers de dollars. Donc évidemment, le Bitcoin est aujourd'hui au cœur de toutes les attentions. Tout ça pour dire que bien sûr chez WH Self Invest, on vous propose également la possibilité de travailler, je dis bien travailler, spéculer certes avec des outils professionnels que sont les futurs. On se refuse dans l'immédiat, et je pense qu'on se refusera toujours, à donner accès par le biais des CFD aux crypto-monnaies pour la spéculation. On le réserve au futur, parce que sur les futurs, généralement, le public est beaucoup plus averti et beaucoup plus habitué à connaître des aléas de volatilité importants qu'on peut avoir sur le pétrole, qu'on peut avoir sur le gaz naturel, qu'on peut avoir donc bien sûr sur le Bitcoin, avec une particularité. Donc là encore, j'ai fait un webinaire récemment sur le Bitcoin, on a de la volatilité H24. C'est un truc assez intéressant pour un spéculateur, c'est qu'il va trouver de la volatilité tout le temps sur cet actif, là où sur d'autres actifs, la volatilité est plutôt concentrée sur certaines heures de la séance. Et je ne veux pas allonger trop, parce que je pense que Benoît voulait encore parler des indices et autres perspectives. Donc là, il y a déjà 1h17 de webinaire. Donc, bien sûr, on ne va pas faire sauter le standard, mais et on n'est pas limité non plus. Tout ça, ça sera enregistré. C'est bien sûr important en début d'année de faire un point de situation, surtout lorsque l'on a une situation comme celle que nous connaissons maintenant, qui montre effectivement une inflexion des choses, un changement de paradigme, comme on dit. Voilà, donc je te laisse la parole, Benoît. Oui, bah, c'est vrai que ça permet de faire le lien avec
enfin, cette question est très pertinente puisque ça fait le lien avec les bilans des banques centrales, puisque ces bilans ne cessent d'augmenter, comme on l'a vu précédemment. Et donc, on est plutôt avec une sorte de inflation effectivement monétaire, donc inflation des prix, donc ça a tendance à réduire notre pouvoir d'achat. Le Bitcoin, quant à lui, il est voilà, capé à 21 millions de Bitcoin, in fine. On est proche de la fin, mais plus on s'en rapproche et plus elle s'éloigne, puisqu'en quelque part c'est une asymptote, hein, donc on l'atteindra mathématiquement jamais, mais il y a un moment où on peut considérer qu'on y est, et ce moment il est dans plusieurs décennies, donc de fait on est surtout sur un nombre fini de billets. C'est comme si finalement la banque centrale du Bitcoin, qui n'existe pas puisque c'est par essence justement décentralisé, c'est comme si, voilà, si pour l'euro, on avait une banque centrale qui s'interdisait finalement de faire des quantitative easing ou des assouplissements monétaires, ou une Fed qui s'interdisait à intervenir effectivement pour sauver une banque ou pour sauver une institution. Là, au moment où on parle, on a Evergrande qui est quand même, j'ai envie de dire que c'est peut-être les prémices d'un subprime à la chinoise, où on a finalement Evergrande bon, est une société zombie qui fait faillite, mais qui sera peut-être renflouée, en tout cas par les autorités chinoises. On verra comment ça évolue, mais voilà, c'est tout ce que le Bitcoin voulait éviter, c'est-à-dire que le Bitcoin est très capitaliste au sens pur du terme, très libéral et capitaliste au sens où on ne sauve personne, où on gagne, on perd, on gagne, on perd, mais il n'y a aucune autorité qui derrière est prêteur en dernier ressort. Donc le Bitcoin voulait initialement être voilà, sortir de toute manipulation possible d'une autorité centrale, et donc il n'y a aucune autorité sur le Bitcoin, si ce n'est finalement une communauté décentralisée qui doit être d'accord à plus de 50% pour une décision. Donc un Bitcoin, de fait, ne peut que se valoriser dans le temps, à partir du moment où on a des intervenants. Et comme c'est le pari qui manquait il y a quelques années au Bitcoin et qui désormais est en train d'arriver, eh bien, de fait, ce n'est pas que du vent, contrairement à ce qu'on pouvait penser initialement. Moi, le premier, hein, au début, quand c'était un projet entre guillemets de geek. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est beaucoup plus que ça, que c'est sérieux, que ça a été adopté au Salvador en tant que monnaie officielle. Donc de fait, le Bitcoin, on peut dire qu'il fait partie du Forex désormais. BTC-USD est une devise comme une autre, même si ce n'est pas encore totalement le cas, mais une devise parmi d'autres dans le Forex. Et peut-être demain l'Ethereum et d'autres. Donc on est sur un mouvement comme ça d'imbrication de plus en plus forte entre le Forex et les cryptos, qui se sont beaucoup inspirés d'ailleurs du Forex, et j'ai presque envie de dire potentiellement inversement avec un effet de retard plus tard. Donc en tout cas pour se protéger de l'inflation, oui, le Bitcoin est une bonne chose à partir du moment où on le fait dans une perspective très long terme, et où on accepte les risques inhérents à, j'ai envie de dire, entre guillemets, à la technologie. Parce qu'à partir du moment où on a typiquement comment dire, à partir du moment où on a un ordinateur quantique qui fonctionne, ce qui n'est pas le cas à part en laboratoire pour quelques petits qubits, donc ça ne va pas très loin, mais à partir du moment où on a un véritable ordinateur quantique qui fonctionne, c'est vrai que le Bitcoin, de fait, s'effondre d'un seul coup. C'est comme si on arrivait à transformer finalement le plomb en or de manière, alors ce qui est possible évidemment, mais ça nécessite plus d'énergie que de l'extraire. Donc pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est ce genre de voilà de risque qu'il faut peser dans la balance. Maintenant, avec de tels risques, de toute façon, si on devait peser au quotidien ces risques, on ne ferait rien. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en ligne de mire.
dans un coin de la tête, mais par contre, voilà, il faut pas forcément ne pas aller sur le Bitcoin à cause de ça. Donc, il faut l'avoir en tête, mais le Bitcoin, de fait, le Bitcoin, c'est une bonne protection aujourd'hui, effectivement, hier en 2021 et aujourd'hui en 2022, sur le long terme, pour mettre une partie, entre guillemets, de son patrimoine. Évidemment, il ne faut pas faut pas faire tapis sur un seul actif, hein, comme d'habitude. Donc, diversifier et prendre voilà, cet actif pour ce qu'il est. Alors, au niveau, je reviens à nos histoires d'inflation, et donc pour juguler l'inflation, les banques centrales ont tendance à monter les taux directeurs. Souvenez-vous de l'inflation au Brésil. Elle était à peu près à 10%, et là vous voyez que la Banque centrale du Brésil, la BCB, a un taux directeur proche de 10%, à 9,25. La prochaine réunion aura lieu en février, le 2 février, on verra si elle continue à monter ou pas pour juguler l'inflation. La Banque centrale de Chine, la People Bank of China, elle est voilà, avec un taux directeur à 3,8%, qui est en phase finalement avec son inflation. On l'a vu autour des 2% et quelques. Donc là, pour le coup, on est sur un taux directeur supérieur au taux d'inflation. Donc là, si on était d'un point de vue purement académique, la Chine reste attractive au niveau des investissements, puisqu'on a plus de rentabilité que de déperdition de la monnaie. Donc on a un taux d'inflation réel finalement qui est voilà un taux nominal qui est tel qu'il est, mais un taux réel en fait qui est encore positif. Au niveau de la Bank of Japan, on l'a vu, autour de 0%, donc on a toujours un taux négatif directeur, voilà, moins 10 points de base, qui n'a pas changé depuis très longtemps et qui ne changera pas même le 18 janvier prochain. Donc on voit que la plupart des banques centrales, on ne va pas tous les faire, mais on voit bien que la plupart des banques centrales importantes du monde ont des taux directeurs proches de 0%. Et donc là, tout l'enjeu de l'année 2022, ça va être de voir si ces taux directeurs vont pouvoir être rehaussés, notamment du côté de la Fed et de la BOE, dans les mois à venir. Et donc, c'est ça l'enjeu, et c'est ça qu'il faudra surveiller. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas binaire. Hein. C'est pas parce que la Fed va remonter son taux ou la BOE va rehausser son taux à un moment donné que l'économie va s'effondrer. Mais le fait de passer à l'acte, notamment une première fois, sera quand même un jalon important à passer. Ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait beaucoup de discours de préparation, beaucoup d'anticipation, voilà, pour pas qu'il y ait d'effet de surprise et que finalement les marchés s'ajustent dans les semaines précédentes, dans les séances précédentes, la décision réelle officielle de rehausse de taux. Donc tout ça, ça sera un des enjeux finalement de notre premier semestre 2022, puisque les premières rehausses de taux devraient arriver à ces moments-là. Voilà. Et pour terminer, effectivement, juste vous montrer donc là sur la NanoTrader quelques courbes. Alors juste une petite question encore, juste avant que tu prennes la parole sur les projections sur les indices. Une question, pourquoi les placements monétaires restent toujours aussi bas, voire baissiers? Les placements monétaires restent bas parce que les taux en zone euro sont nuls, sont nuls, ils sont à zéro. Donc de fait, le taux directeur étant un taux qui encadre les taux commerciaux, on a des taux servis qui de fait vont rester autour de cette zone. En fait, si la BCE montait son taux directeur à 1%, on passerait de 0 à 1%, donc. Bon, toute chose étant égale par ailleurs, évidemment, toute réaction du marché étant contenue, etc. À ce moment-là,
ce qui serait servi sur le monétaire devrait augmenter dans les mêmes proportions, dans le même ordre de grandeur. On devrait prendre une centaine de points de base finalement sur les rémunérations. À peu près, hein, évidemment. Parce que ça dépend de la maturité, ça dépend du contrat, etc. Donc, on a une courbe des taux qui est assez proche de zéro, assez flat, légèrement pentue tout de même, dans le bon sens, mais qui reste tout de même proche de zéro, évidemment. Et on a certaines banques centrales qui interviennent même sur cette courbe des taux de manière très active, hein, typiquement la Bank of Japan, qui, elle, veut faire volontairement baisser ses taux longs, ses taux à 10 ans. Donc, typiquement, elle intervient de manière active sur les taux commerciaux pour les maintenir proches de 0%. Voilà, ce qui est moins le cas de nos banques centrales européennes et américaines qui, elles, interviennent plutôt sur les taux courts et laissent les taux longs au marché.